Hey, moi c'est Nice et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie qu'on discute d'un format un peu particulier, un format que personnellement j'aime beaucoup, les one-shots. Eh bien oui, on a souvent le préjugé que plus une série est longue et plus elle est bonne. Mais est-ce qu'on doit vraiment juger une œuvre à sa taille et non à son contenu? Alors je ne sais pas vous, mais moi j'avoue que j'adore particulièrement ce format. Après tout, c'est pratique. Il n'y a qu'un seul tome, c'est un risque mineur pour l'acheteur. Si le tome ne vous a pas convaincu, bah c'est pas grave, vous avez déjà la série complète, vous pouvez la revendre et ce sera pas juste un tome 1, c'est un tome avec une histoire complète. Et apparemment, ça a même l'air de devenir un argument commercial pour les éditeurs, puisqu'ils déclinent le format one-shot à toutes les sauces. Nous avons par exemple les one-shots qui sont tout de même liés à une œuvre, en tant que spin-off par exemple. Je vous mets quelques images là des séries que j'ai avec un one-shot dans cette catégorie. C'est pratique, ils sont à la fois liés à une œuvre, donc ça nous permet de prolonger l'univers si on a apprécié, mais en même temps, il y a un petit frein. Bah oui, vu que c'est lié à une œuvre, une personne qui n'a pas la série principale n'aura pas forcément toutes les clés afin de comprendre ce one-shot et de l'apprécier à sa juste valeur. Ce type d'ouvrage s'adresse donc plutôt à des collectionneurs ou à des fans hardcore de la série principale afin de prolonger un peu leur univers. Les éditeurs s'adressent donc là à une cible potentielle très réduite. D'un autre côté, nous avons ce que j'appelle les faux one-shots. C'est en fait une compilation de plusieurs tomes, sortis sous le format intégral, qui permet de redonner un deuxième souffle à une série qui a déjà été publiée par le passé. De même, des petits exemples. Pour les éditeurs, c'est une belle occasion de remettre sur le devant de la scène une série qui a déjà eu ses beaux jours par le passé. Grâce à cette remise en avant et cette présence dans les librairies, cela permet de gagner de nouveaux lecteurs, de contenter tous ceux qui avaient raté la première édition, et également de toucher ceux qui avaient la première édition mais qui sont tellement fans de la série qu'il leur faut absolument toutes les éditions de cette dernière. Alors personnellement, je trouve que ce format Bible, comme je l'appelle, n'est pas très pratique, surtout par exemple dans le cas d'Albator ou de Queen Emeralda, où on compile 4 à 5 volumes, c'est pas très pratique de le tenir dans les mains, il faut forcément enlever la jaquette pour ne pas abîmer le livre, mais il faut avouer que c'est une réelle source d'économie pour les éditeurs, puisqu'ils ne doivent produire qu'un seul livre au lieu de 5 par exemple. Troisième type de one-shot que j'ai pu trouver dans ma mangatech, les compilations d'histoires courtes. Dans ce cas-là, les éditeurs vont prendre le parti pris d'éditer plusieurs œuvres, plusieurs histoires courtes d'un même auteur dans un seul volume, ou au contraire, plusieurs histoires courtes de plusieurs auteurs différents, d'un collectif, mais regroupées autour d'un même thème. On peut retrouver également des one-shots qui ont un but, oserais-je dire, éducatif. Que ce soit sur le thème historique ou pour nous faire un retour d'expérience ou une autobiographie, ces œuvres ont plutôt pour but de nous faire découvrir quelque chose, de nous faire apprendre quelque chose par un média un peu plus ludique que simplement nous divertir. Enfin, un petit bémol puisque ces œuvres peuvent faire les deux en même temps. Alors je viens de vous donner plein d'exemples différents de types de one-shot. Et oui, tous les livres que je vous ai montrés là, ce sont des livres que j'ai dans ma bibliothèque, donc je cède très souvent à l'appel du one-shot. Cependant, nous n'avons toujours pas abordé mon type de livre préféré. En effet, moi ce que je préfère, c'est quand une histoire nous emmène dans un monde fictif et que nous refermons le livre en ayant terminé cette histoire. Et oui, toute cette longue intro pour vous dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de 3 one-shots en particulier, c'est parti. Et donc le premier livre que je vais évoquer, c'est Du haut de mon monde de Masako Yoshii, publié chez Black Box Edition. Dans cette histoire, nous retournons au lycée puisque nous allons suivre le personnage de Aoi qui y évolue et nous allons suivre son quotidien de petite fille pimbèche, capricieuse, assez mal lunée, mais quelque part, est-ce qu'on n'a pas tous été comme ça au lycée? Aoi a un très fort caractère et elle a une vision assez améliorative d'elle-même. Elle sait qu'elle est l'héroïne de sa vie et va tout faire pour le prouver. Tout au long du récit, elle se confronte à différents personnages et elle va se rendre compte au fur et à mesure que son attitude éloigne les autres d'elle. Et pour avoir un semblant d'attachement avec elle, elle va comprendre qu'elle va devoir s'ouvrir, partager un peu son vécu avec les autres, et nous avons là une très belle histoire d'évolution. Au fur et à mesure du récit, on se rend compte de la précipitation de la jeunesse, de l'empressement d'Aoi à agir en fonction des actions qui ont été faites par le passé. Alors qu'avec un tout petit peu plus de maturité, un tout petit peu plus d'expérience, on sait que nous n'aurions pas agi de la même façon. Bon, malgré tout, ça fait quand même plaisir de rechausser pendant quelques instants nos chaussures de lycéen et de suivre Aoi dans son quotidien. Un petit mot sur le dessin est très rétro, en même temps cette œuvre a été publiée il y a un paquet d'années au Japon,
Et c'est une ambiance que j'aime particulièrement. On s'attache plus aux réactions des personnages qu'à une plastique du dessin vraiment parfaite. On comprend tout de suite en regardant une planche l'idée que l'auteur a voulu transmettre et ce n'est pas gênant. Alors attention, je ne conseille pas du tout cette œuvre aux nouvelles générations qui sont plutôt habituées à avoir un dessin assisté par ordinateur. Là on est plus sur une cible vieux de la vieille quoi, un peu comme moi. En bref, et pour terminer avec ce livre, j'ai beaucoup apprécié de me plonger dedans, de par toute la nostalgie qui remonte, que ce soit au travers des dessins plutôt rétro ou de l'ambiance lycéenne que j'ai quittée il y a quand même une sacrée paire d'années. Non, on ne demande pas l'âge d'une fille. Et j'ai adoré me plonger également dans une histoire pas prise de tête, vraiment pour découler, pour décompresser après une journée de travail, c'est une œuvre parfaite. Allez, on enchaîne avec la deuxième œuvre dont je voulais vous parler. Il s'agit de Our Summer Love de Takeru Furumoto, publié chez Delcourt Tonkam en 2018, je dirais. Début été 2018. Cette histoire est le représentatif parfait de ce que j'aime. J'aime quand les histoires sont un peu torturées, quand on a plusieurs temporalités, et là on est totalement là-dedans. Nous suivons le personnage de Naoto, un jeune adulte qui est écrivain. Un jour, son agent lui propose un thème pour son futur roman. Il s'agira d'adolescence et de lancement de fusée. Ça tombe bien puisque Naoto a vécu, quand il était plus jeune, sur l'île japonaise qui est utilisée pour faire les lancements de fusée. Lorsqu'il était plus jeune, donc, il a passé un été entier sur cette île et est tombé amoureux de la jolie Mizuki. Malheureusement, ça s'est assez mal terminé puisque la jeune Mizuki est décédée 7 ans auparavant. Je vous spoile rien, hein, c'est sur la 4ème de couverture. Hein. On sait dès le début que ça va partir cash dans du dramatique. Tout ce que j'aime. De retour sur l'île, Naoto va devoir y passer une semaine afin d'effectuer son reportage et il va se rapprocher de la jeune Akari, la sœur de Mizuki, qu'il a connue à l'époque, et ensemble, ils vont dans le souvenir de la grande sœur se rappeler de leur été passé il y a 7 ans. On a donc ici les deux époques qui s'entremêlent via des flashbacks. Nous sommes dans le passé, nous apprenons comment Mizuki et Naoto se sont rencontrés, comment ils ont construit une forte amitié, et nous allons avancer au fur et à mesure du récit jusqu'à la fameuse date fatidique de la disparition de cette dernière. Au niveau du dessin, là on est tout de suite sur quelque chose de beaucoup plus actuel, de beaucoup plus rond, plus joli à regarder. On pourrait s'attarder sur les différentes planches et vraiment le trait est très maîtrisé par l'auteur. J'aurais pu faire une autre association de mots. Désolée. Alors pourquoi j'aime tout à fait ce type d'œuvre? Bien tout simplement parce qu'on rentre dans la psychologie des personnages, et donc là principalement celle de Naoto. Il se remémore au fur et à mesure de son été les actions qu'il a faites, les choses qu'il a pu dire, et il reconstruit un peu mentalement tout son été pour se dire « et si à tel moment j'avais fait ça? Si à tel moment j'avais dit ça, est-ce que Mizuki serait toujours vivante ?» Et on sent un peu la torture du personnage qu'il a, on sent qu'il n'a pas digéré du tout le décès de sa jeune amie, et qu'il malheureusement a dû se construire un peu sur des bases un peu bancales, sur des manques, et le fait de se confronter à Akari qui a dû vivre la même chose que lui, puisque elle aussi elle a perdu sa grande sœur, et bien ça remue un peu tout ça, ça va faire remonter des choses à la surface, et c'est vraiment très très bien exploité dans ce manga. Donc comme vous l'avez compris, on va traiter ici de thématiques assez lourdes, on va traiter du deuil, de la mort d'un proche, donc le deuil, on va traiter de la confrontation avec son passé, le fait que deux jeunes adultes se soient construits sur des bases un peu bancales, et là du coup je peux pas conseiller cette œuvre à tout le monde. Il faut être quand même assez solide mentalement pour pouvoir encaisser ce genre de récit, surtout si vous êtes touché par malheureusement une de ces thématiques. En dehors de ça, j'ai quand même passé un très très bon moment qui m'a complètement remué de l'intérieur, mais j'ai vraiment apprécié ma lecture, j'ai vraiment adoré lire cette œuvre, et encore aujourd'hui, alors que je ne l'ai pas relue pour présenter cette vidéo, ça me marque toujours et j'ai toujours l'histoire vraiment dans ma tête. J'ai vraiment ces personnages qui m'accompagnent et j'y repense de temps en temps, donc pour vous montrer à quel point ça m'a marqué. Alors je sais plus exactement dans quel sens j'ai découvert ces deux œuvres, mais j'ai pu faire un énorme parallèle avec 13 raisons pour lesquelles, en français c'est beaucoup plus simple, qui a été diffusé sur Netflix, où là on va conter l'histoire d'une jeune adolescente qui se suicide, et donc on part de ce postulat de départ qu'elle s'est suicidée, et pareil on a les deux temporalités qui se jouent en même temps,
et on va défiler les jours, défiler les époques pour se rendre compte quelles ont été les raisons pour lesquelles elle a commis cet acte atroce. Donc là on a vraiment un beau parallèle entre les deux, on sait directement où c'est qu'on met les pieds, on sait où on va aller, et il ne nous reste plus qu'à reconstruire le chemin des personnages pour se rendre compte de quelles circonstances ont pu amener à malheureusement ces actes tragiques. Et allez, on enchaîne sur la dernière œuvre que je voulais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Laughter in the End of the World de Hielo Tanabe, publié chez Shiba Edition. Décidément, j'ai pas de bol avec l'anglais aujourd'hui. Alors je vous préviens tout de suite, des trois, s'il n'y en a que un que vous devez retenir, c'est celui-ci. C'est mon plus grand coup de cœur sur ces trois œuvres. C'est peut-être mon plus grand coup de cœur en one-shot tout court. J'ai vraiment adoré cette lecture. Ça m'a mis une grosse claque quand je l'ai lu pour la première fois. Et celui-ci, j'ai voulu le relire. Bon, malheureusement, j'avais encore beaucoup de souvenirs. Donc ça a été une lecture un peu moins bonne que la première. Mais bon sang, quelle claque quand même. Alors dans cette œuvre, on nous présente un monde fictif qui a été malheureusement dévasté 20 ans auparavant par un démon qui est sorti des eaux et qui a exterminé près de 70% de la population. Depuis le passage de ce démon, la population vit dans la peur de trouver ce qu'on appelle des porteurs de marques, qui sont généralement également surnommés des démons. Ce sont des êtres humains normaux qui, on ne sait pas trop par quelles circonstances, se retrouvent porteurs d'une marque, donc celle-ci. Ah. Et en général, quand les gens voient ça, voient un porteur de marque, ils essayent de le mettre le plus loin possible de la société, de l'isoler, et en fait ces êtres sont immortels, donc la population ne peut pas vraiment s'en débarrasser. Un jour, un jeune garçon et sa sœur arrivent dans un village, et le garçon prétend donc être un démon qui est chasseur de démons. Donc sa spécialité, c'est de retrouver les autres porteurs de marque et de les buter. Tout simplement, de les dévorer, de les disloquer, de leur faire la peau, tous les synonymes que vous voulez. Il est là pour chasser ses semblables. Il va passer un contrat avec un village qui est infesté par un de ces démons et leur propose, contre une forte somme d'argent, de leur en débarrasser. Les habitants sont d'abord réticents, puisqu'ils se disent on a déjà un démon, est-ce qu'on a vraiment envie de s'associer avec un deuxième ? Ils savent pas trop s'il y a une entourloupe ou pas, puisqu'ils ne font pas confiance aux démons, mais vont quand même tenter l'expérience, et donc ils vont essayer de tout faire pour se débarrasser du premier démon. Ce que j'aime beaucoup dans cette œuvre, c'est qu'on est sur un thème très très lourd, donc le racisme ici, puisque quand on est différent, on se fait mettre à l'écart, les gens ont peur de nous, et qu'est-ce que ça fait de vivre comme ça, de se faire ouvertement insulter en pleine rue, d'être mis à l'écart, d'être complètement en marge de la société, puisque certains porteurs de marques décident de le cacher, mais une fois que le reste de la population apprend qu'ils sont porteurs de marques, ils se font complètement lyncher publiquement. Outre cette notion de racisme, on peut également se poser la question du comportement des gens. Est-ce qu'une personne naît foncièrement mauvaise ou est-ce que c'est le regard de la société qui nous fait agir d'une certaine manière? Est-ce que, à force de s'entendre dire « toi t'es méchant, toi t'es vilain, toi t'es qu'une raclure de la société », on va pas au final commencer à agir comme ça puisque globalement c'est ce que les autres attendent de nous. Donc est-ce qu'on va pas se faire encourager à respecter ce genre de clichés et agir en dehors de notre volonté pour répondre à l'appel de la société? Bon, en dehors de ça, les dessins sont véritablement sublimes, j'ai été conquise par la touche de l'auteur, et d'ailleurs c'est l'auteur qui a publié plus récemment Birdman, je crois que c'est chez Vega Dupuis. Donc je pense, après avoir relu cette œuvre, que je vais me procurer tout simplement sa deuxième série, puisque je suis très intriguée par cet auteur. Très belle découverte avec un concept qui aurait pu se retrouver exposé en série, puisque un démon chasseur de démons, vu qu'il y en a plusieurs, ça aurait très bien pu faire une série de plusieurs tomes, mais le fait justement de concentrer toutes les révélations, tout l'impact de l'histoire, de tout condenser en un seul tome, ça apporte encore plus de légitimité à cette œuvre, et comme je vous le disais en début, ça met une grosse claque au lecteur. Donc pour résumer, un dessin au top, une thématique autour du racisme qui malheureusement est toujours d'actualité de nos jours, et même si on est déporté dans un monde fictif, on peut se rendre compte des travers de notre propre société puisque cette œuvre critique largement les faits de masse. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'être resté avec moi pendant tout ce temps, et puis si vous avez lu l'une de ces œuvres, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous les avez aimées autant que moi, ou est-ce qu'au contraire ça a plutôt été un bof bof pour vous.
En tout cas, je vous dis à très bientôt et puis n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Allez, salut!